Allô tout le monde, bienvenue sur cet épisode du Sideline. Aujourd'hui, on parle de ligament croisé antérieur. Qui dit ligament croisé antérieur dit déchirure du ligament croisé antérieur. Puis si vous n'êtes pas nouveau sur le podcast, vous avez sûrement entendu parce que je le répète, je pense que j'ai répété au moins 15 fois que je me suis déchiré le ligament puis que j'ai eu une opération de reconstruction du ligament croisé. Ce qui fait en sorte que je pense que j'étais une très bonne personne pour poser toutes les questions que vous pouvez avoir en pré-op, type d'opération que vous pouvez avoir, puis en post-op, parce que je suis passée à travers ce processus-là. Puis comme Karianne le dit, elle a eu cette déchirure-là, mais c'est une blessure qui est super fréquente. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir Dr. Éric Therrien et Dr. Rousseau-Sen, qui sont deux chirurgiens orthopédistes spécialisés en médecine du sport, pour avoir cette discussion-là avec nous sur la prise en charge de la déchirure du ligament croisé antérieur. Oui, fait qu'on a vraiment parlé de type de greffon, ça, à quoi peut ressembler la chirurgie, quoi faire en pré-op, puis quoi faire en post-op pour justement que la chirurgie se déroule bien. Si c'est toutes des questions que vous avez, ça tombe bien. Puis je pense que c'est un épisode qui est fait pour vous parce qu'on a répondu à tout ça. Alors, bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr. Marie Lénaud, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour Éric, bonjour Alexis. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le Sideline pour parler de ligament croisé antérieur, un sujet qui nous passionne tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va avoir une discussion vraiment sur les déchirures de ligaments croisés antérieurs, tout ce qui entoure ça, la prévention, le traitement chirurgical, etc. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vais vous demander de vous présenter. On veut savoir un petit peu c'est quoi votre background, c'est quoi votre genre de pratique, puis pourquoi on vous a invité à parler des déchirures de ligaments croisés antérieurs aujourd'hui. Les plus vieux d'abord. Exact. Salut, moi c'est Éric Therrien. Je suis d'abord un physiothérapeute. J'ai fini mon cours en physio en 2009. Ça me rajeunit pas, hein, comme on dit. Puis après ça, j'ai fait ma résidence en orthopédie. J'ai pratiqué comme physiothérapeute en même temps. Puis j'ai gradué. Puis je suis allé me surspécialiser à Vancouver, en Colombie-Britannique, faire une surspécialisation en chirurgie sportive puis en reconstruction de la hanche et du genou. Puis après ça, j'ai complété avec un fellow à la Mayo Clinic à Rochester, au Minnesota, en chirurgie sportive, où là, on traitait la grande majorité des sportifs de haut niveau dans l'État du Minnesota, mais aussi aux États-Unis. Je suis revenu en pratique, et ça fait maintenant 3 ans. Je pratique à l'hôpital Sacré-Cœur, au CIUS du nord de l'île de Montréal, là, plus spécifiquement. Puis je me concentre sur tout ce qui est chirurgie de hanche et de genou, avec un intérêt particulier pour le genou, puis la reconstruction ligamentaire, multiligamentaire, chirurgie médicale, etc. Ça fait plaisir d'être là. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment cool. Alexis? Moi, c'est Alexis Rousseau-Sen. J'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai un background en football, fait que j'ai joué pour les Carabins. Puis par la suite, j'ai fait ma résidence comme Éric à l'Université de Montréal. Puis ensuite, je me suis spécialisé en orthopédie sportive et particulièrement chirurgie du genou. Donc, j'ai fait une année à Ottawa, puis ensuite une année à Banff, en Alberta, où on avait beaucoup de sportifs, de gens qui se blessaient dans les montagnes. Donc, on avait un gros bassin de population pour ça. Donc, ça a été une super expérience. Puis, je suis de retour depuis 2 ans à Maisonneuve-Rosemont, donc le CIUS de l'Est de Montréal. Puis, j'ai une pratique principalement en chirurgie du genou, donc autant les sportifs, ménisques, ligaments, ainsi de suite, puis aussi tout ce qui est plus dégénératif, donc les prothèses. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les sportifs. Super, mais merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Puis on a comme d'habitude Karianne qui est avec nous, Karianne Driade, qui aujourd'hui va agir comme la voix du public, la voix des sportifs blessés. Bien, Karianne, est-ce que tu peux nous parler pourquoi tu vas agir comme ça? Oui, c'est ça. En fait, j'en parle souvent dans les podcasts des fois parce que je me suis blessée au sport classique, flag football au niveau collégial. J'ai eu mon ligament juste déchiré. Puis là, ensuite, à cause de la COVID, mon traitement a comme un peu été mis sur la glace. Là. Je veux dire, mon genou, c'était pas dans les priorités, puis je le comprends. Puis là, j'ai été opérée en février 2024 pour mon ligament. Fait que là, je vais essayer d'être la voix du public dans le sens que je sais c'est quoi tout ce qui passe par la tête aussi, tu sais. Mais c'est sûr que j'ai eu, moi, le deuil de mon sport, mais de quand même sentir que je suis limitée dans mes mouvements puis de tout ça. Fait que j'essaie d'être la patiente puis de répondre peut-être aux questions. Toutes les questions que tu avais, genre avant ta chirurgie, tout ça. Surtout après. Puis tout le processus, je l'ai vécu aussi. Là.
Je pense qu'on peut commencer avec le début. Éric, toi, dans ta pratique, quand tu as un athlète qui vient te voir, qui a une déchirure d'un ligament croisé, c'est quoi son histoire? Bien, ça, c'est une excellente question. Puis, Karianne, tu t'en as parlé rapidement. Tu t'es blessé au flag football. La grande majorité des sportifs qu'on voit, ils se déchirent le ligament croisé sans contact. Okay? Fait qu'ils appellent ça des non-contact injuries. Fait que c'est des patients qui courent, qui changent de direction. Puis là, avec un pied planté, ils vont se tourner vers l'intérieur. Puis il va y avoir une translation antérieure du tibia avec une espèce de phénomène de rotation qui va faire en sorte que le ligament croisé, qui est en fait dans le centre du genou, là, il va déchirer parce qu'il sera pas capable de retenir cette inertie-là qui se déplace vers l'avant. Fait que la majorité des patients, je dirais, dans ma pratique, c'est des gens qui ont des blessures du ligament croisé sur des sports sans contact, basket, football, puis flag football, soccer, on peut en nommer. Un peu plus rare qu'on se déchire le ligament en natation, par exemple. Là. Ça prend des sports où est-ce qu'on plante le pied. C'est souvent des patients jeunes, puis des patients qui sont super actifs. Plus on est actif, plus on est à risque de se blesser, le ligament. Donc, c'est un peu à ça que ça ressemble, je dirais. Je sais pas, Alexis, pour toi, c'est très semblable. Moi, je dis souvent aux patients, vous vous êtes fait ça tout seul. Puis la grande majorité du temps, ils disent oui, c'est vraiment ça, un changement de direction, le pied planté. Puis moi, c'est sûr que mes patients sont plus jeunes. Là, puis l'histoire classique, c'est qu'ils se déchirent. Il y a une blessure qui arrive en jouant au soccer, par exemple. Le genou gonfle, ils ont de la misère à marcher. Puis là, rapidement, dans quelques jours, une semaine, ils sont bien. Ils n'ont pas vraiment consulté parce qu'ils se sont dit que ça va passer. On est sportifs, on tough. Puis là, le genou, en dedans de 2-3 semaines, il va super bien. Ils n'ont plus aucune douleur. Il n'y a pas de problème dans leur vie, tout ça. Puis ils retournent faire leur sport directement. Puis moi, c'est vraiment l'histoire classique. Là, il retourne. Après 5 minutes de jeu, il se retwiste le genou. Puis là, on sait qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. Un ménisque déchiré, par exemple. Donc, moi, c'est vraiment ça que je vois, là, l'histoire super classique. Peut-être des plus jeunes. Peut-être que quand on avance en âge, on est plus conscient de quelque chose qui s'est passé, puis c'est pas normal, puis on consulte plus vite. Mm-hmm. Mais bref, ça, c'est... Il récupère un peu plus vite, probablement. Il récupère vraiment vite, là. Donc, il pense que tout est beau, puis... Mais je pense que c'est vraiment intéressant, Marilyn, dans ce que tu dis, dans le sens, classiquement, la blessure du ligament croisé va faire ce qu'on appelle une hémarthrose, fait que le genou va gonfler. Les gens, ils changent de direction. Peut-être, effectivement, que les adultes qu'on voit sont un peu plus conscients, disent, hey boy, il s'est passé quelque chose dans mon genou qui était pas normal. Peut-être que je ferais mieux d'arrêter, alors que les adolescents ont plus l'intérêt de continuer puis de dire, non, je suis capable. Ouais. Mais je pense que l'hémarthrose, fait qu'on se blesse, le genou gonfle, là, ça, c'est classique. Il s'est passé quelque chose dans le genou. Puis là, il faut être à l'affût de, peut-être, comme tu dis, une blessure ligamentaire, puis la plus fréquente, c'est le ligament croisé. Oui, bien peut-être même pour les professionnels de la santé qui écouteraient cet épisode-là, tu sais, quand le genou gonfle, là, pas normal, puis même s'il y a une radiographie puis qu'il n'y a pas de fracture, il faut quand même suspecter ça de façon assez élevée. C'est pas rare que j'ai des patients qui ont consulté un professionnel puis qui ont eu le go pour retourner, puis surtout les jeunes, comme on disait, qui vont bien vraiment vite. Faut vraiment faire attention, tu sais, c'est pas normal, puis ça peut être d'autres choses qui guérit tout seul, mais c'est quand même assez triste là, quand on a un patient assez jeune qui se reblesse sur une déchirure de ligament croisé qui a un peu été, qui est passé sous le radar, là. Puis là, disons que là, moi, je me mets à 40 du cégep qui connaît rien. Fait que, mettons, moi, je retourne au cégep, puis là, je me rappelle, moi, qu'est-ce qui s'était fait? Moi, j'étais en béquille, puis là, j'avais des béquilles, puis mon physio a ri de moi quand il m'a vu avec des béquilles. Est-ce qu'on peut expliquer le processus? Tu sais, le but, c'est que tu diminues l'enflure. Fait qu'est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on veut? Comme, mettons, là, je viens de me déchirer mon ligament. Est-ce que je dois mettre de la glace? Qu'est-ce que je dois faire en aigu comme ça? Ouais, justement, je mets rien, je mets pas de poids sur ma jambe. On demande à Éric notre background physio. Background physio, ouais, c'est ça. Ben, moi, je l'ai vécu aussi du côté patient. Fait que j'ai la malchance et la chance. Effectivement, quand on se blesse au ligament croisé, le premier réflexe, ça va être de mettre les béquilles, ça va diminuer l'enflure. Je pense que ça, c'est la première étape. Est-ce qu'on doit faire de la mise en charge ou non? Moi, souvent, l'approche que j'ai avec les patients, c'est l'important, initialement, c'est de diminuer l'enflure. Souvent, ce qu'on néglige dans les atteintes du ligament croisé, c'est que le traumatisme fait en sorte qu'il va y avoir une subluxation, fait qu'il va y avoir un déplacement assez significatif entre le fémur puis le tibia, puis les os vont venir se cogner ensemble.
Puis ça va faire une espèce de bleu dans l'os, dans le cartilage, un peu comme un Charlie Horse quand on a tous joué au flag football. Tu reçois un coup de genou par mégarde dans la cuisse, puis là, ça fait mal. Ben ça, c'est une espèce d'hématome qui se forme dans le muscle. Ça, c'est très douloureux. Ben un peu la même chose qui se produit quand on se blesse le ligament croisé. Fait que moi, je restreins pas les patients de marcher avec leur béquille s'ils ont de la douleur. Puis des fois, c'est ce qu'on va voir à la résonance magnétique, une grosse édème dans l'os. Mais ces patients-là, moi, je vais les retenir de marcher parce que ça va juste entretenir une espèce de phénomène inflammatoire. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on contrôle l'enflure, fait qu'on met de la glace, qu'on marche avec ou sans béquille, ça m'importe peu initialement, mais il faut retrouver le quadriceps. Puis on a de plus en plus d'études qui nous disent que ce qui va être le facteur de bon pronostic après la chirurgie, c'est un quadriceps qui est fort en préopératoire. Puis pour faire ça, ça prend une diminution de l'enflure intra-articulaire, fait que diminuer l'édème, puis il faut réveiller le quadriceps. C'est là que les physios viennent en charge de faire de la neurostimulation, de travailler sur le recrutement musculaire. Je sais pas, Alexis, pour toi, comment tu vois ça, mais moi, c'est vraiment... Moi, je les restreins pas de marcher en béquille, puis loin de moi l'idée de dire aux patients, ben t'as pas mal. S'ils ont mal, ça m'importe pas de mal. J'avoue que c'est rare qu'on voit les patients tout de suite après leur blessure. C'est quand ils arrivent à nous, souvent, ça prend quelques semaines, quelques mois, mais des fois, on les voit un peu plus rapidement. Moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que le genou, comme la majorité des articulations, ne ment pas. C'est une articulation qui est honnête. Si ça gonfle ou ça fait mal, il se passe quelque chose. Fait qu'il faut pas pousser de marcher dessus malgré la douleur, de retourner au sport malgré l'enflure. Il se passe quelque chose, fait qu'il faut en prendre soin. Fait que la même chose pour les béquilles. Si tranquillement on est capable de mettre du poids dessus puis on le tolère, souvent c'est ça qui arrive. Les gens se débarrassent des béquilles relativement rapidement. Mais il faut que la douleur soit sous contrôle. Il ne faut pas pousser dans la douleur. Puis la même chose pour l'enflure. Si on fait une activité puis le genou enfle, ben, il se passe quelque chose. Il ne faut pas ignorer ça. Là. J'aime ça, l'articulation honnête. C'est ma ligne. Moi, je dis à mes patients qu'ils ne peuvent pas me mentir parce que j'examine leur genou puis ils vont me parler. Bref. Mais tu sais, pour la suite des choses, pour diminuer l'enflure, on a parlé de la glace, mais aussi le fait de s'activer. Tu sais, il y en a qui ont peur, là, tu sais, c'est passé quelque chose avec le genou, puis on fait attention pour rien faire. Mais non, le fait de le bouger, surtout si on a éliminé qu'il y avait une fracture associée, mais le fait de bouger, ça va aussi aider à désenfler le genou. Des fois, ça peut être contre-intuitif, mais l'immobilisation, dans la majorité des cas d'une blessure de ligament croisé dont on parle, c'est pas bon. C'est délétère. Ça va entraîner de l'ankylose. Puis là, quand on va se mettre à bouger, là, ça va être encore pire. Fait qu'il faut bouger initialement. Oui. Puis un point là-dessus, pour reprendre, Marilyn, mon background, je pense que l'immobilisation, ça a un effet délétère au niveau de la prise en charge post-traumatique. Là. Dans nous, ça va compliquer un peu notre travail, mais aussi dans le contexte où on peut développer une espèce de peur du mouvement, tu sais. Fait qu'on va avoir peur de bouger parce qu'on va se remémorer ça. Fait que je pense que pour ceux qui nous écoutent puis qui sont en première ligne, il faut respecter la douleur, mais il faut aussi encourager le mouvement. Puis ça, c'est essentiel. Puis des fois, juste du vélo stationnaire, c'est une première étape qui met pas de charge, qui permet de retrouver un peu de mobilité, puis de donner la confiance. Ouais. C'est, tu sais, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, c'est quoi le traitement pour ça? Puis une des choses un peu catastrophiques là, avec le ligament croisé antérieur, c'est que c'est souvent un traitement chirurgical. Puis il y a beaucoup de gens qui demandent d'informations, mais on ne pourrait pas faire un traitement conservateur pour ça. Tu sais, est-ce qu'on pourrait juste faire la physiothérapie, etc. C'est quoi, Alexis, c'est quoi ton opinion là-dessus? Tu sais, est-ce qu'il y a de la place pour un traitement conservateur sans chirurgie? Il y a une place. Je te dirais la grande majorité des patients, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont actifs, puis ils veulent retourner à des sports de pivot qu'on appelle, donc des sports qui ont de la rotation dans le genou, ils vont avoir besoin d'une chirurgie. Parce que si on retourne à ces sports-là avec un genou qui est instable, bien là, on risque des blessures à nos ménisques, au cartilage, et ainsi de suite. Mais moi, ce qui va nous amener vers un traitement conservateur, donc d'éviter une chirurgie à tout le moins, on va l'essayer, c'est vraiment si le genou n'a pas une grosse instabilité, puis ça, c'est vraiment l'examen physique qu'on a dans le bureau du médecin qui examine le genou de l'orthopédiste. Puis s'il y a vraiment juste une laxité qui est subtile, parce que le ligament n'a pas déchiré complètement ou parce qu'il y a une certaine cicatrisation qui s'est faite dans le genou, bien là, je vais dire, on va faire une réhabilitation complète. On va tenter graduellement un retour au sport. Puis si on ressent de l'instabilité, bien là, il ne faut pas attendre. Il faut faire une chirurgie parce que s'il y a des épisodes d'instabilité, bien là, on va juste causer plus de dommages dans le genou. Fait qu'il y a une certaine place, mais vraiment sous certaines conditions,
quand on a rencontré puis a été examiné par un orthopédiste qui fait ce genre de chirurgie. Puis si tu vois, mettons, Eric, là, joueur de soccer des Carabins, tu le au soccer, hein? Ski puis du soccer. Qui vient de déchirer son ligament croisé, puis là, ça fait 2 semaines, puis t'arrives quand même à avoir un bon examen, puis justement, tu sais, t'as pas l'impression qu'il y a tant de laxité que ça. Tu dis, bon, regarde, on va te mettre sur un traitement conservateur, ça va durer 6 mois, puis après, on verra si ça marche ou non, puis est-ce que tu vas tenter aussi un traitement conservateur dans un patient comme ça, peut-être un peu plus actif, dans un sport assez... Jeune. Le plus jeune. Jeune et actif, merci. Le plus jeune et les sports les plus à risque, comme le soccer, on a moins tendance à aller vers ça. Mais encore là, si le genou n'est pas complètement est pas instable, ben oui, on va le faire, mais je vais le revoir, c'est sûr. Je vais pas lui dire... retourne au soccer, puis on verra. Je vais le réexaminer, réévaluer sa force, réexaminer son genou. Puis si on a encore les mêmes conditions, je pense qu'il y a une certaine place, mais comme je dis, dans vraiment certaines conditions. Moi, j'ai accroché sur quelque chose que tu as dit, Alexis, qui est important. Je pense que c'est important qu'il y ait une évaluation par quelqu'un qui est habitué d'évaluer ce genre de patient pour prendre une décision. Puis dans moi, mon algorithme, il y a tout ce qu'Alexis a dit, mais en plus, il y a quelque chose de vraiment important. Oui, il y a l'âge, oui, il y a le niveau de fonction, mais il y a les atteintes secondaires. Là, on parle du ligament croisé antérieur isolé. Ça vient rarement seul. C'est pas une bête qui vient seule, le ligament croisé. Fait que souvent, quand on va se déchirer le ligament croisé, on va se déchirer les ménisques. On peut se déchirer d'autres ligaments, là. J'ai bien sûr le biais que j'en vois beaucoup qui ont multiples ligaments. Fait que je suis peut-être un peu plus sensibilisé à ça, mais pour moi, c'est essentiel. Fait qu'un patient qui arrive avec une déchirure méniscale complexe puis une déchirure de ligament croisé, moi, ça va être assez clair que pour prévenir des dommages secondaires éventuels, je vais lui parler de ça. Puis moi, la discussion que j'ai avec les patients est très honnête, pour reprendre un peu la thématique de tantôt, c'est de dire, ben c'est pas moi qui va prendre la décision pour vous. Moi, mon rôle, c'est de vous donner l'information, de dire, ben vous avez une déchirure du ligament croisé isolée, il y a un potentiel que vous puissiez retourner, puis vous l'essayerez, si on parle de traitement conservateur. Mais s'il y a des atteintes des ménisques, d'autres ligaments, ben il y a plus de potentiel de se reblesser. Puis ce qu'on sait, c'est que quand les ménisques sont atteints, sont déchirés, ils vont malheureusement pas guérir seuls, dans la grande majorité des cas. Ils risquent de redéchirer. Puis ce qu'on sait clairement, c'est que plus il y a des déchirures méniscales, plus des atteintes de cartilage, plus il peut y avoir de progression dans le temps de symptômes. Puis là, c'est là que Alexis puis moi, on a cette capacité de voir les patients à retardement d'une blessure. Puis souvent, c'est des gens qui vont malheureusement faire des problèmes arthrosiques ou des douleurs plus rapidement dans l'évolution de leur vie. Ouais, ben je pense que c'est pour ça que moi, dans ma pratique, je suis peut-être un peu plus agressive. Je vais être sûre de bien les prendre en charge rapidement pour pas qu'il y ait besoin de vous voir plus tard pour une prothèse. Mais non, sérieusement, les jeunes, veulent pas, on est en croissance. Par définition, la vie d'un jeune, c'est un sport avec des changements de direction. Fait que c'est certain que moi, il faut vraiment me convaincre pour aller à un traitement conservateur, surtout si le genou est instable. Parce que je suis d'accord avec toi, là, quand il y a une déchirure méniscale, c'est vraiment plus de travail pour nous. C'est plus difficile, mais c'est plus difficile aussi pour le patient, qui a une réadaptation plus complexe, plus longue, puis qui a plus de risques dans le futur. Fait que bref, conclusion, traitement conservateur à discuter avec son chirurgien. Puis il y a des cas où on peut le faire, puis ça nécessite un suivi définitivement. Yeah, très d'accord. Puis disons qu'on est dans mon cas, où est-ce que là, moi, j'ai une chirurgie, à quoi que je devrais m'attendre? La chirurgie du ligament croisé antérieur, depuis les années 60, est arrivé l'arthroscopie, là. Fait que ça, c'est 2 petites incisions, une caméra, de quelques millimètres qu'on rentre dans l'articulation. Puis ça se fait avec des petites incisions, la chirurgie. Puis ce qu'on fait, c'est on reconstruit le ligament croisé. Fait qu'on prend un tendon, puis on discutera, je pense, tantôt, c'est prévu de les types de greffes, etc. On fait des tunnels dans l'os, puis on reconstruit le ligament. Puis pour faire ça, ben c'est une chirurgie, oui, effectivement. Ça prend le temps qu'il faut, là, ce que je dis aux patients, à peu près 1 heure. C'est une chirurgie d'1 jour. Tu reviens le matin, le soir, tu es à la maison. Dans la grande majorité des cas, les gens peuvent marcher le lendemain. Fait que c'est quelque chose qui, au niveau chirurgical, est assez reproductible en termes de durée puis de outcome, mais qui, au niveau du patient, va avoir une grande implication pour tout ce qui est la physio puis la convalescence. Fait que souvent, ce que je dis aux patients, c'est que c'est partagé dans le traitement chirurgical. Le résultat du traitement chirurgical est partagé, puis moi, j'ai probablement moins de responsabilité que le patient qui se fait opérer ou l'athlète qui se fait opérer, là, parce que on fait la chirurgie, c'est un geste technique où est-ce qu'on reconstruit le ligament.
Ça prend 1 heure, 1 heure et demie. Le temps qu'il faut, là, on répare les ligaments. Puis après ça, ben, la balle est dans le camp du patient. Il y a énormément de physiothérapie, puis il y a un long processus qui s'ensuit. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question de comment on fait ça. Puis je pense que c'est important de comprendre que dans le temps, on faisait ça ouvert, une grosse incision. Puis là, maintenant, on arrive à faire des petites incisions. Fait que la douleur en post-opératoire est vraiment variable d'un patient à l'autre. Mais généralement, on a rarement besoin de narcotiques, même avec les nouveaux petits processus de médication qu'on utilise. Fait que... Puis là, disons que je sais que je me fais opérer dans 3 mois. Est-ce que d'ici 3 mois, je peux faire comme quelque chose pour optimiser justement mes chances de réussite? Jouer au soccer. Ou peut-être une pre-rehab, une pré-opération. Genre des exercices que je peux faire. Justement, là, vous avez parlé de que mon quad soit un petit peu plus fort. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux faire? Je vais juste directement à ma physio, je sais pas. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Condition numéro 1, c'est de retrouver la mobilité du genou. Okay, ça, c'est le plus important. Si on n'est pas capable de plier son genou au complet ou de l'étendre au complet, ça peut venir complexifier les choses après la chirurgie parce qu'un genou qui est raide avant la chirurgie, ben, il va avoir plus de risque de l'être après. Fait que ça, de retrouver la mobilité, puis comme on discutait tantôt, de faire diminuer l'inflammation le plus possible. Okay? Fait qu'on ne veut pas arriver à une chirurgie, un genou qui est gonflé, qui est enflé. Fait que le genou le plus calme possible, entre guillemets. Puis après ça, la force, oui, parce qu'on sait qu'avec la chirurgie, les muscles, ils vont se mettre un petit peu au repos, ils vont s'atrophier. Fait que le plus en santé ils sont, le plus fort ils sont avant la chirurgie, ben le plus facile, ça va être la réhabilitation après. Moi, je dis aux patients souvent, vous pouvez faire tout ce qui implique les pieds pointés par en avant. OK? Donc, des lunges, des squats, de la marche, même de la course en ligne droite, si le genou renfle pas, peut être correct, mais tout ce qui est sport de pivot, de rotation, soccer, basket, ainsi de suite, c'est à proscrire parce que là, on se met à risque de blessure. Mm-hmm. Moi, j'ai une question souvent qu'on me pose quand j'explique la chirurgie, qu'on va prendre une greffe, tout ça. Les gens sont comme, mais pourquoi on répare? Pourquoi vous le réparez pas, mon ligament croisé? Je sais pas si vous avez cette question-là des fois. Pas tant que ça. Pas tant que ça. La réponse, je pense, c'est qu'on a, dans le passé, pas eu beaucoup de succès à faire ça. Il y en a qui l'ont tenté. Puis c'est pas toutes les déchirures qui sont amenables à faire ça. Il y a différentes techniques maintenant. Il y a des chirurgiens qui vont peut-être tenter certaines réparations dans vraiment certains cas spécifiques, mais ça doit représenter moins de 1% des cas. Donc, dans la majorité des cas, le ligament est déchiré, il guérit pas. Faut en créer un nouveau, finalement. Il faut le reconstruire, comme Éric disait. Donc, pour ça, il faut prendre un des tendons du patient. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, la réparation. Une des raisons pourquoi ça marche pas, c'est parce que le genou, on l'a dit, là, il veut être sec. Il veut pas être plein de liquide à l'intérieur. Puis, quand il y a l'hémarthrose, il y a plein de liquide, il y a plein de petites cellules qui viennent pour faire en sorte qu'on nettoie le genou puis que tout le processus de guérison est anéanti par le système du genou, dans le fond. Puis c'est un peu pour ça que ça guérit pas. Puis plus on est jeune, plus c'est vrai. Parce que plus on est jeune, plus on guérit vite, plus le fait d'essayer de réparation, ça va pas fonctionner. Fait que malheureusement, c'est rarement une option. Hein, mais peut-être que dans le futur, on va avoir des techniques pour le faire, mais pour l'instant, on n'est pas très bon là-dedans. Oui. C'est assez clair qu'on est moins bon quand on le répare que quand on le reconstruit. Là. Ça, effectivement. Moi, j'ai cette question-là. Souvent, ce que je leur dis, c'est comme un élastique qui a étiré jusqu'à rupture. La composante de l'élastique qui était avant, qui est déchiré, est peut-être un peu étirée. Fait que je ne sais pas si je peux avoir un aussi bon résultat que si on met un nouveau tendon puis on le reconstruit. Fait que là, de ce que je comprends, le réparer, c'est pas une fonction. Est-ce qu'il y a, puis là, on a parlé de type de greffon. Est-ce qu'il y a le greffon ou le type que je veux avoir pour ma chirurgie maintenant que j'attends ma chirurgie en ce moment? Ça, c'est une excellente question. Moi, je suis persuadé d'avoir la réponse. Je pense que la réponse est claire, c'est qu'il y a beaucoup de types de greffons. Pour en nommer quelques-uns, là, on peut aller vers des autogreffes. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre un tendon natif, un tendon sur ton corps. Fait que ça peut être tes ischio-jambiers, ça peut être ton tendon du quadriceps, ça peut être ton tendon rotulien. Tendon péronéen. Le tendon péronéen aussi, qui est à vogue, effectivement. Après ça, on peut prendre des allogreffes. Ça, c'est des greffes de patients donneurs qui ont été récupérés puis qui sont congelés, qu'on prend puis qu'on peut implanter. Après ça, on peut prendre des greffes synthétiques. Fait que ça, c'est les 3 catégories. Je pense pas que j'en oublie. Après ça, ben, le meilleur greffon, il
il y a plusieurs études qui déterminent un peu, qui ont chacun leur biais. Je pense que c'est celui que le chirurgien fait le plus, en gros. Si on est habitué de faire une greffe, ben il y a des chances qu'on soit plus reproductible. Puis comme chirurgien, c'est ça notre objectif, c'est de refaire le même geste adapté au bon patient. Puis peut-être qu'on pourrait d'emblée éliminer l'allogreffe puis les greffes synthétiques de la population qu'on parle. Les sportifs, patients un petit peu plus jeunes. Absolument. Ces greffes-là, on les élimine. Absolument. Puis ça, c'est très clair. Je pense que c'est important de comprendre qu'il existe, mais dans la population jeune athlétique, on a énormément de littérature qui dit que les allogreffes, ils ont un taux d'échec excessivement élevé comparativement aux autogreffes. Et puis, les greffes synthétiques ont malheureusement démontré des mauvais résultats là, chez cette population-là. Fait qu'effectivement, au niveau de la biologie, je pense que c'est ça qui est important. C'est que si on met une greffe à toi, une portion, tu es un jeune athlète, ben, tu as une bonne biologie, le potentiel de guérison de cette greffe-là est énorme. Puis c'est probablement pour ça qu'on a des bons résultats avec les autogreffes. En ce moment, en orthopédie, là, vous êtes d'accord avec moi, il y a comme des modes. Là, la mode en ce moment, le Taylor Swift de l'orthopédie, c'est le tendon de quad. C'est ce que les gens... je sais pas où est-ce que les gens entendent parler de ça, mais bref, c'est ce qui est à mode. Qu'est-ce que vous pensez de cette greffe-là, vous? Moi, je suis plus du type Johnny Cash que Taylor Swift. Quelqu'un de plus conservateur, disons. J'aime les vieilles techniques. Non, pas que je me forme pas aux nouvelles techniques. Mais j'ai moins tendance à embarquer dans les nouvelles modes, disons. J'aime ça avoir un peu de recul. Fait que le tendon du quadriceps, je l'utilise dans certains cas, mais c'est pas, entre guillemets, mon favori. C'est pas ton go-to. C'est pas mon go-to. Je pense qu'il y a une place, puis je pense que c'est bien qu'il y a des gens qui essayent des nouvelles choses, puis on s'entend, c'est pas nouveau depuis 1 an ou 2 ans. Là. Ça fait plusieurs années que c'est utilisé. Mais les techniques se raffinent, puis tranquillement, on va avoir des études qui vont comparer l'un et l'autre. C'est pas du tout un mauvais greffon. C'est des chirurgiens qui sont habitués à le faire, le font. Je pense que c'est un très, très bon greffon. Personnellement, c'est pas mon préféré. Moi, je suis un peu du même avis, là. Je pense que, si on regarde la science par rapport à ça, malheureusement, il y a beaucoup d'échecs, probablement parce que c'est une technique qui est un peu difficile à apprivoiser. Puis là, les résultats qu'on a, c'est les gens qui ont commencé à en faire, qui nous montrent qu'est-ce que ça donne. Je suis un peu aussi plus conservateur dans le choix. J'aime mieux prendre une greffe que je sais qui a démontré son efficacité à travers le temps. Fait que, pour moi, le tendon du quadriceps, c'est un arsenal, mais c'est pas le premier choix pour mes patients. Juste peut-être pour revenir, dans le fond, le tendon du quadriceps, c'est qu'on va prendre un petit morceau de tendon juste au-dessus de la rotule, là, pour les gens qui écoutent et qui savent pas trop c'est quoi. Là. Fait que c'est vraiment une greffe qu'on appelle de tissu mou. On prend pas d'os en général avec ça, on peut, mais en général, on n'en prend pas. Fait que c'est juste des tissus mous. Moi, je trouve que les résultats sont quand même bons. Puis dans la littérature, on a quand même des bons résultats. C'est définitivement équivalent aux autres greffes. Mais par expérience, puis de plus en plus, ce qui va sortir dans les prochaines études, c'est qu'il y a le temps de réadaptation est plus long. Le quadriceps, on vient prendre un gros morceau de son tendon, fait qu'il reste endormi plus longtemps. Puis on va en parler tantôt, mais pour le retour au sport, c'est plus long parce que ça prend du temps de se remettre dedans. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a plus d'arthrofibrose. Donc, le genou, il y a plus de gens qui ont des problèmes de raideur dans le genou en post-opératoire. Je sais pas si ça, vous en avez eu, là. Ben, je sais pas si vous en avez fait beaucoup, mais moi, ce que j'ai fait, c'est vrai que c'était plus long, gagner les mouvements. Puis, c'est mon sujet préféré quand je parle à d'autres orthopédistes, là, d'avoir leur opinion. Puis, beaucoup me rapportent ça, là, sur... avec cette greffe-là. Puis il y a même une grosse étude canadienne là, qui s'appelle Stability. Puis un de leurs résultats, c'est ça, entre autres, là, qu'il y a plus de raideur avec cette greffe-là spécifiquement. Puis tu sais, quand on fait un ligament croisé, on n'aime pas trop ça, là, quand le genou est raide après ou qu'on ne regagne pas l'extension complète, etc. Fait que faut garder quand même en tête que c'est une excellente greffe. Là. Ouais. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque greffon a ses avantages puis son désavantage. Quand on va chercher le tendon du quadriceps, bien évidemment, le quadriceps est plus faible. Quand on va chercher les ischio-jambiers, bien, on crée une faiblesse transitoire des ischio-jambiers qui, après 6 mois, 1 an habituellement, se corrige. Puis même chose pour le tendon rotulien. Fait que je pense que chaque greffon a ses avantages, ses désavantages. Puis comme a dit Eric, le chirurgien a toujours une préférence. Évidemment, on est des techniciens, entre autres. Fait que c'est des répétitions de gestes. On est plus à l'aise avec certaines techniques, certains instruments, donc certains greffons aussi.
Fait qu'après ça, la discussion avec le patient par rapport à ce que lui a vu, des fois, ils ont des amis, des collègues, des coéquipiers qui ont ils ont tous eu un greffon différent, ou déjà le patient, des fois, arrive avec un billet, il y a le billet du chirurgien, puis après ça, il y a la décision qui se prend entre les deux. Mais je pense pas qu'il y a jamais de mauvais greffon. Non, absolument. Il n'y a jamais une seule bonne réponse. Ouais. Toi, Alexis, c'est lequel ton préféré? Pour les jeunes athlètes de haut niveau, c'est le tendon rotulien. Tendon rotulien. Ouais. Fait que dis-nous, c'est quoi le tendon rotulien et qu'est-ce que tu aimes de cette greffe-là? Et dans le fond, le tendon rotulien, c'est ce qui relie la rotule au tibia. Donc, c'est ce qui permet de faire déplier le genou, en fait. Puis, chaque greffon, quand on en parle, évidemment, on ne prend pas le tendon au complet. Comme tu as dit, le tendon du quadriceps, on prend juste une partie. Fait que c'est la même chose pour le tendon rotulien. On prend juste habituellement le tiers central. Mais on prend un petit peu d'os à la rotule puis un petit peu d'os au tibia. Ce qui fait que Eric a parlé tantôt, on fait des tunnels dans l'os. Donc, on vient passer le ligament dans l'os et donc dans le genou. Bien, à chaque tunnel osseux, c'est fixé avec un bloc d'os qui vient avec le greffon. Donc, on a vraiment une guérison os à os. Puis ensuite, ça donne vraiment un genou très, très stable. Mm-hmm. Puis dans les études, le gold standard, entre guillemets, chez les jeunes sportifs, surtout hyper laxes, c'est ce qui a montré les meilleurs résultats dans les plus grosses études, les études historiques. Puis moi, au niveau de ma pratique, c'est vraiment avec ces greffons-là que je suis le plus satisfait, entre guillemets. J'aime le mot que tu as utilisé, historique. C'est... Mais c'est vrai. Je suis le Johnny, je réitère que je suis Johnny Cash dans ma pratique. Il y a quelque chose de vraiment intéressant que j'ai appris la semaine passée aux Journées lyonnaises du genou. Puis il y a une grosse étude qui va sortir comme si je vous l'apprends, là, c'est vraiment intéressant. 600 patients randomisés, tendon rotulien versus ischio, mais avec une ténodèse extra-articulaire. On va dire un peu c'est quoi, mais le outcome, dans le fond, dans tout ça, là, oui, on va avoir un genou stable cliniquement, mais surtout, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait une redéchirure, dans le fond. C'est ça notre objectif ultime. Puis, en comparant ces deux groupes-là, donc, je vous dis, croyez-moi, c'est une étude qui est bien faite. Vraiment, le taux de rupture était diminué dans le groupe où il y avait eu l'ischio avec la ténodèse extra-articulaire. Puis, probablement que la raison pour ça, c'est juste que le fait de faire la ténodèse, ça répartit un peu les charges qu'on demande à la greffe. Maintenant, la question, c'est si on faisait une ténodèse à notre tendon rotulien, peut-être que ça ferait la même chose. C'est une excellente question. Mais le point, c'est que souvent, les ischios ont comme une moins bonne presse à cause de ces études historiques-là. Mais la réalité, c'est probablement une très bonne greffe aussi. Même si c'est une greffe de tissu mou, puis en termes de risques comme les douleurs antérieures du genou qui sont associées avec la greffe du tendon rotulien, mais on n'en a pas avec les ischios. C'est une greffe qui est peut-être un petit peu mieux tolérée en termes de morbidité associée au prélèvement. Je pense que c'est très intéressant ce que tu amènes, Marine. Moi, ma greffe préférée, c'est la même qu'Alexis. Ou Alexis a la même que moi, je ne sais pas comment. 2 contre 1! Mais je pense qu'il est important dans le choix de la greffe, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, c'est la re-rupture. Pour éviter la re-rupture, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir un tendon de bonne qualité, qui a un diamètre qui est de bon diamètre. Comme on sait, on revient dans nos cours de physique, plus le diamètre est grand, moins le risque de rupture est là. Mais aussi de comprendre la blessure, puis comprendre pour moi le patient à qui on l'applique. Les ischio-jambiers, c'est une excellente greffe, là, si on est rendu à parler de celle-là. Les ischio-jambiers, c'est les muscles qui servent à plier votre genou, puis à étendre la hanche, qui sont derrière la cuisse, en fait, puis on peut les prélever par une petite incision devant. Ils s'attachent sur le tibia, on peut les prélever par là. Puis on peut les préparer, on peut les quadrupler, on peut faire un système de fixation qui peut varier, puis ça, c'est de la technicalité qui influence peu le résultat. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les ischio-jambiers sont importants pour stabiliser le genou. Au début du podcast, on a parlé du type de blessure. Puis pour moi, c'est important que les patients qui se blessent dans des sports qui sont sans contact, ils ont besoin d'un stabilisateur secondaire qui, souvent, va jouer avec l'ischio-jambier. Fait que pour moi, ça influence un peu mon choix de greffon. Il y a bien sûr plusieurs autres choses. Là, aux États-Unis, on faisait énormément de BTB. Fait que c'est sûr que je suis très à l'aise avec cette greffe-là. Je fais probablement autant d'ischio-jambier que de BTB parce que ma clientèle est là.
fait que oui, l'ischio-jambier, c'est un excellent greffon. Je pense que ce qu'on commence à comprendre, c'est que depuis plusieurs années, on essaye de stabiliser le genou avec une greffe dans le centre du genou. Hein, historiquement, là, on faisait une reconstruction extra-articulaire. Fait que on faisait ça ouvert, on était à l'extérieur de l'articulation parce qu'on n'avait pas de moyen d'aller dans l'articulation sans faire une grande incision. Là, dans les années 60, l'arthroscopie, minimalement invasif, on a pu faire, on va dire, hey, on va pouvoir reconstruire le ligament exactement où est-ce qu'il est quand on est. Puis là, on se rend compte que c'est peut-être entre les deux que c'est la bonne réponse. Puis toutes ces études-là, ce qui nous démontrent, c'est que le facteur extra-articulaire est probablement très important. Fait que je pense que on a tous nos biais quand on regarde la littérature, les études, les gens qui les publient. Je pense qu'un bon greffon, c'est un autogreffe pour un jeune athlète dans les mains d'un chirurgien qui est habitué de faire cette greffe-là, puis qui comprend un peu les exigences du sport du patient. Puis après ça, ben la reconstruction extra-articulaire, peu importe soit-elle, je pense qu'on va en parler, c'est un ajout qui permet de décharger la greffe, mais aussi de stabiliser. Ben, on va en parler maintenant. Tu sais, qu'est-ce que c'est une... Fait que, en fond, quand on a parlé d'une ténodèse extra-articulaire, c'est quoi? Quand on a parlé de la blessure du ligament que tu as eu en jouant au flag football, tu as changé de direction en plantant le pied, par exemple. Bien, ton tibia, non seulement il a été en avant de ton fémur, mais il y a eu une rotation qui s'est faite dessus. Puis cette rotation-là, elle a impliqué toutes les structures à l'extérieur, on dit latérales, fait qu'à l'extérieur de ton genou. Puis probablement qu'il y a une portion d'un petit ligament qui est dans cette région-là qu'on aurait découvert, qui s'appelle le ligament antérolatéral, le ALL, puis que lui a peut-être déchiré. Fait que la ténodèse extra-articulaire, la reconstruction du ligament antérolatéral, c'est une procédure qui est à l'extérieur du genou, puis par laquelle on peut stabiliser la rotation. La ténodèse extra-articulaire, on demande c'est quoi? Bien, c'est une technique qui a été reprise d'anciennes techniques de reconstruction où est-ce qu'on prend une portion de la bandelette iliotibiale, puis on vient la passer sous le ligament collatéral puis la réattacher au tibia. Puis ça, ce qu'on pense, on comprend que ça fait au niveau biomécanique, c'est que ça contrôle la rotation du tibia. Puis probablement que ça diminue le risque de rupture, comme tu nous en as parlé. Je pense qu'on peut enlever le mot probablement. Tu sais, de plus en plus, je sais pas, Alexis, si tu le vois encore comme... moi, il n'y a pas si longtemps ça, je voyais comme le Taylor Swift, mais là, maintenant, ça rentre dans la catégorie Johnny Cash. Tu sais, c'est de plus en plus, on a de données qui supportent cette procédure-là, puis surtout sur le taux de rupture, puis encore plus chez les patients de moins de 25 ans. Là. Les données sont encore plus... Oui, tout à fait, parce que comme Éric a dit, c'est une technique qui a été inventée dans les années probablement 70. C'est juste qu'on la faisait toute seule. On la faisait toute seule. Ça a été récupéré un petit peu, mais déjà, à cette époque-là, ils comprenaient la biomécanique, puis quel était l'avantage. Puis la meilleure image que j'ai, c'est que ça agit comme un sabot de Denver. Fait que les gens qui ne payent pas leur ticket, qui ont la grosse barre de métal jaune sur la roue d'auto, ben ça empêche la roue de tourner. Ouais. Fait que c'est vraiment quand le tibia veut tourner, ça vient empêcher la roue de tourner. Puis ça vient effectivement répartir les charges ou aider le ligament croisé, aider que le ligament croisé qu'on a reconstruit n'ait pas toute la charge, toute la responsabilité de contrôler la rotation dans le genou. Fait que moi, j'adore cette procédure-là. Je pense que quand c'est bien fait, quand c'est bien compris, ça fonctionne. Je pense que c'est un outil qu'on a pour aider les patients justement à retourner à leur sport puis pas avoir de rupture. Fait que là, il y en a beaucoup d'infos. Je vais essayer de faire un petit résumé parce que là, je vous écoute parler, je trouve ça super intéressant, mais juste remettre. Fait que là, j'arrive, j'ai une greffe, j'ai possibilité de greffe synthétique, autogreffe ou allogreffe. Là, étant donné que je suis une jeune sportive, on va plus pour l'autogreffe. Puis là, dans les autogreffes, on voit que vous êtes plus au niveau du tendon rotulien, puis Dr. No plus au niveau des ischios. Puis là, vous avez parlé de... Vous avez utilisé un terme, puis j'ai le ténodèse. Ténodèse. Est-ce que c'est quelque chose que tous les chirurgiens font d'emblée avec les chirurgies quand ils font une ischio? Fait est-ce qu'on peut plus en parler de ça? Oui, bien, comme on a dit, c'est une vieille procédure qu'on a un peu redécouvert. Puis on a redécouvert ça, en fait, parce que ça fait une dizaine d'années, il y a un gars, je pense en Belgique, qui a fait des études anatomiques approfondies, puis il a vraiment... tu sais, comme mis un nom sur une structure qu'on connaissait déjà depuis longtemps, mais là, ça a fait les manchettes des journaux. On a découvert un nouveau ligament dans le genou, mais c'est rien de nouveau, là. C'est juste qu'on le savait, mais là, on a pris des photos là, de ligaments. Fait que c'est ça qui est arrivé.
Puis là, en ayant ça, ben on a ramené un petit peu d'actualité, les procédures plus anciennes pour les combiner à ce qu'on fait maintenant. Fait qu'on parle de ténodèse extra-articulaire, de reconstruction de ligaments antérolatéral. C'est tout ça, c'est le même objectif, dans le fond. Ça va tout dans le même panier. Ouais. Maintenant, est-ce que tout le monde fait ça en orthopédie? Je pense que non pour l'instant. Je pense que non, mais les indications de l'ajouter sont encore en train d'être définies. Il y a une grosse étude Stability dont tu as parlé. Il y a Stability 2 qui est en cours. Fait que les études sont encore en cours, puis à chaque année, on est en train de raffiner un petit peu les indications d'ajouter cette procédure-là. Mais je pense que dans le futur, tous les chirurgiens qui font du ligament croisé devraient avoir ça dans leur boîte à outils. Okay. Puis après ça, ben, c'est un peu la même chose que le choix de greffon. C'est un peu la discussion avec le patient, le chirurgien. Est-ce qu'on ajoute ça ou non? Il y a différentes caractéristiques du patient qui vont nous faire dire oui, il faut faire ça ou non, c'est pas nécessaire. C'est ça, parce que là, en ce moment, moi, je suis ultra stressée pour ma chirurgie. Puis là, on me parle de ténodèse avec greffe d'ischio. Puis là, on parle de rotule. Est-ce qu'il y a un truc plus optimal? De ce que je comprends, c'est qu'est-ce que le chirurgien est à l'aise de me faire. C'est ça. Je vous laisse la parole. Je pense pour le choix de greffe, définitivement. On l'a dit, là, les 3 greffes les plus populaires, c'est de 3 bonnes options pour tout le monde. Oui, il faut nuancer parfois, mais tu sais, il faut pas revenir chez soi et dire « Ah non, j'ai eu un BTB, c'est pas ça que je voulais ». Toutes les greffes sont bonnes. Rappelez-vous, le plus important, c'est la physio après. Fait que la balle est dans votre camp, pas dans notre camp. Puis la ténodèse maintenant. Pour la ténodèse. Bien, je pense que c'est une bonne question. Puis c'est vraiment du cas par cas. Puis pour moi, c'est l'examen physique qui va déterminer si oui ou non je l'applique actuellement en 2024. Je pense que c'est excessivement puissant, la ténodèse extra-articulaire. Je pense que ça peut stabiliser les genoux, mais c'est pas applicable à tous les patients au moment où on se parle. Fait que pour répondre à ta question, si on a eu une ténodèse extra-articulaire, probablement qu'on était jugé à risque d'avoir plus de rupture. Fait qu'on a mis la ceinture et les bretelles, comme on dit. Là, hein? Puis si on l'a pas eu, ça veut pas dire que ça a mal été fait. Là. Ça veut dire que probablement qu'on n'était pas un candidat à ça. Par contre, on va en voir de plus en plus. Puis je pense que ça dépend de notre pratique. T'sais, moi et Alexis puis Marilyn, on voit beaucoup de jeunes athlètes dans la fleur de l'âge qui ont un haut potentiel de rupture de leurs ligaments. Fait que pour nous, pour moi personnellement, la ténodèse, c'est un outil qui est indispensable dans ma pratique, que j'utilise beaucoup parce que le genre de patients que je traite, ils sont à risque de redéchirer leurs ligaments. Puis à mon examen, je suis de plus en plus sensible à l'utilisation de ça. Je sais pas si ça répond un peu à... Oui, 100%. Okay. Fait que mettons que moi, j'ai pas eu de ténodèse, je suis correct, je suis pas nécessairement à risque de redéchirer mon ligament, c'est ça que je vois. Si on a une petite nuance à faire... Non, mais comme Marilyn dit, la chirurgie, c'est une portion. Puis ça, je pense que c'est important de revenir à la base, comme la première conversation qu'on a tous avec nos patients. C'est que nous, on fait la technique chirurgicale, puis notre rôle, c'est d'être à l'affût de tout ce qui est présent dans la science, puis d'offrir aux patients le meilleur choix. Mais après ça, on fait une partie qui est moins que 50% du succès de ça. Fait que le renforcement, la stabilité, la proprioception, toute la physiothérapie, après, c'est excessivement important. Fait que peu importe la greffe que tu as eue, la balle est dans le camp de faire ta physio. Oui, puis la réalité, là, c'est s'il y a autant d'options, parce que les patients peuvent se sentir un peu dépassés par tout ça, mais s'il y a autant d'options, la réalité, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne option. S'il y avait une bonne option qui était définitivement meilleure que les autres, on n'aurait pas tous ces choix-là. Tout le monde ferait la même chose pour faire la meilleure chirurgie possible. Donc ça, c'est super important de comprendre ça aussi. Puis, tu sais, on parle beaucoup de médecine personnalisée, mais moi, le choix de greffon ou d'ajouter une ténodèse, bon, il va avoir l'âge du patient, ses sports, l'examen de son genou. Ça peut être des choses aussi subtiles de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Des gens qui vont faire, qui s'orientent vers un métier, ils vont toujours être à genoux. Mais des fois, ça va venir changer. Est-ce qu'on prend un tendon rotulien ou non? Parce que Marilyn a parlé peut-être plus un peu de douleur quand on se met à genoux. Fait qu'il y a vraiment des différentes choses qui vont orienter choix de greffon, ajout de ténodèse ou non. Fait qu'il n'y a pas un patient pareil. Il y en a juste pas un pareil. Puis là, juste retourner dans le temps. Je suis encore en pré-op.
Mais là, ça fait 2 ans que je me suis déchiré le ligament. Est-ce qu'il y a une différence entre 2 ans ou quelques mois ou quelques semaines dans les... Est-ce que aussitôt que je me déchire... Parce que là, moi, il y a eu la COVID qui est arrivée, là, ce qui explique... Mais est-ce que aussitôt que je me déchire le ligament, il faut directement que je me fasse réparer ou on peut attendre un petit peu? Reconstruire le ligament. Ou est-ce qu'il y a un certain laps de temps que je dois le faire le plus rapidement pour avoir un meilleur outcome? La réponse, c'est surtout pas tout de suite. OK? Surtout pas immédiatement. Parce qu'on ne veut pas que le genou soit enflé ou inflammé au moment de la chirurgie. Fait que ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Souvent, on a un délai d'environ, minimum, là, je dirais 1 mois et demi, minimum, pour que le genou soit désenflé, qu'on retrouve tous les mouvements, puis que quand on fait la chirurgie, il y a presque plus d'inflammation. Après ça, entre ce temps-là puis 2 ans, si c'est pas passé d'événements où le genou a débarqué, où le genou a été instable, bien, probablement que ça fait pas tant de différence. Si la personne est restée en forme, si elle a gardé une bonne force musculaire, puis s'il n'y a pas eu d'autres dommages au ménisque, au cartilage, bien, probablement que le résultat va être le même. Mais si dans ces 2 ans-là, le genou il débarque à chaque mois, le genou il réenfle, là, ça peut devenir plus complexe. Le problème, c'est les patients jeunes, peut-être même plus pédiatriques ici. Expliquer ça, c'est pas si facile. Il y a toujours la récréation, là, où on court partout, on veut être le meilleur au ballon chasseur. Puis, il y a certaines populations que c'est plus facile. Il y a certains athlètes qui vont bien comprendre ça, puis ils vont être capables de rien faire. Mais les jeunes, c'est prouvé que plus qu'on attend, plus qu'il va y avoir de déchirure méniscale, d'atteinte du cartilage. Donc, c'est certain que quand le genou est prêt, le plus vite possible et le mieux. Maintenant, on a les contraintes du système de santé, mais ça, c'est quelque chose qui est prouvé dans la population pédiatrique, même jeune adulte. Oui, absolument. Puis en fait, qu'est-ce qui est délétère, c'est que pendant 2 ans, tu pourras pas faire ton sport. Fait que c'est ça. Moi, ce que je dis, c'est t'es probablement... S'il n'y a pas d'autre atteinte, moi, je reviens sur ce concept-là, c'est que ça vient rarement seul, la déchirure du ligament croisé. S'il y a une déchirure complexe du ménisque, plus on arrive vite, plus il y a de chances qu'on puisse la sauver. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont importantes à prendre en considération, dans la prise en charge. Parfait. Puis là, on réavance dans le temps. J'ai eu ma chirurgie. Puis là, c'est à quoi que je devrais m'attendre? Est-ce que je peux marcher dessus? Est-ce que je dois m'immobiliser? Je pense qu'avant d'aller dans le post-op, il y a une dernière chose qu'on n'a pas parlé, c'est les risques associés à la chirurgie. Parce que, tu sais, on est comme intense sur la chirurgie, il faut la faire, etc. Mais toutes les chirurgies ont des risques. Qu'est-ce qu'on dit aux patients? Puis, tu sais, les choses que faut quand même savoir dans quoi on s'embarque. Alexis, c'est quoi ton speech risque associé à l'intervention? Okay. Mon speech, de 1, c'est que c'est pas une chirurgie qui est très risquée. OK? On parle pas d'une chirurgie à cœur ouvert ou d'une chirurgie pour un cancer. Fait qu'il faut relativiser les choses, mais Marlène a absolument raison. Toute chirurgie a des risques, puis le risque 0, le succès de 100% en médecine, en orthopédie, ça n'existe pas. Fait qu'il faut savoir dans quoi on s'embarque. Il y a les risques les plus fréquents, mais les moins graves, puis il y a les risques les beaucoup moins fréquents, mais les plus graves. Fait que c'est comme un peu 2 catégories. Si on va dans les risques plus fréquents mais moins graves, ben je dirais que le numéro 1, c'est l'ankylose, la raideur du genou. Parce que veut pas, même si le genou il est parfait quand on fait la chirurgie, ben on vient créer un espèce de traumatisme, entre guillemets, au genou. Donc, on crée de l'inflammation dans le genou. Donc, même chose qu'à la blessure initiale, l'immobilité n'est pas bonne. Okay? Il faut bouger après la chirurgie, il faut plier le genou, il faut retrouver la force, il faut le faire désenfler. Fait que ça, c'est, je dirais, le risque le plus fréquent, mais le moins grave, parce que même si au début le genou est raide, la physio, les exercices vont venir rattraper ça. Puis c'est très rare que ça devienne un problème qui est permanent. Après ça, ben, n'importe quelle chirurgie ou blessure qu'on a au genou peut faire ce qu'on appelle une thrombophlébite, donc un caillot qui se met dans les veines. Puis, habituellement, ça, si on le trouve, ça se traite avec des médicaments qui éclaircissent le sang. C'est très, très rare aussi, particulièrement chez les patients jeunes en santé, non fumeurs, ce qui est habituellement le cas chez les sportifs. Mais qui n'ont pas d'antécédents familiaux. Exact. Fait que ça aussi, c'est rare. Puis ce caillot-là, il peut monter au poumon. Ça fait une embolie pulmonaire. C'est encore plus rare, mais je pense qu'il faut le dire aux patients aussi. Puis un peu comme quand on choisit le greffon, mais il y a certains facteurs de risque aussi pour développer ces complications-là. Puis, il faut juste nous les identifier puis voir qui a besoin soit de médicaments qui éclaircissent le sang, mais absolument, c'est très rare aussi. Après ça, si on va plus loin, bien, il y a le risque de re-rupture. Puis la re-rupture, bien,
C'est la grosse question. Comme je disais tantôt, tous les patients sont pareils. Fait que c'est difficile de mettre un chiffre. Les gens, souvent, ils veulent un chiffre. C'est comme on risque de rupture. Mais ça dépend tellement de facteurs. L'âge, les activités, le résultat ensuite de la reconstruction, de la réhabilitation. Ça se situe entre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, 5 à 7% selon les patients. Mais il y en a qui sont dans des groupes beaucoup plus à risque. Il y en a qui sont dans des groupes beaucoup moins à risque. Moi, les chiffres que j'utilise, c'est des cohortes historiques, parce que, pas que je veux faire peur aux gens, mais... Donc, moi, je vais plus dans le 25 à 30%. Oui, quand même. OK. Mais, tu sais, on parle ici d'une population moins de 18 ans qui font des sports avec des changements de direction. Le système neuromusculaire est moins avancé. Des gens que la réadaptation, ça va bien plus vite. Tu sais, à 6 mois, ils passent tous leurs tests de retour au sport. Puis là, il faut juste qu'ils attendent. Fait que c'est très, très difficile de respecter les consignes. C'est certain que ça, c'est historique. Je pense que maintenant, on est meilleur que ça. Mais c'est important de comprendre que le risque est vraiment là. Puis tout ce qu'on va parler, la réadaptation est tellement importante, d'attendre les tests de retour au sport, etc. Ouais. Fait que ça, c'est mes chiffres à moi. Ben, moi, je suis un petit peu plus... je pense que pour moi, il y a les patients très à risque qui sont à peu près entre 10 et 15% sans aller historique. Puis il y a ceux qui sont moins à risque qui sont probablement de l'ordre de 4%. Puis là, je pense que j'utilise un peu ce qu'on connaît avec la ténodèse extra-articulaire ajoutée. Qu'est-ce que ça fait? Mais puis comme tu dis, Alexis, je pense que tu vas compléter comme ça. Mais la re-rupture, ce que ça veut dire, c'est une deuxième chirurgie. Ouais. C'est ça que je leur explique, moi. Surtout une deuxième réadaptation, un deuxième 9 à 12 mois de... Puis c'est pour ça, comme on va en parler, que moi, je mets beaucoup d'accent sur ça. Parce que si on retourne trop vite ou si on re-rupture, ben c'est une autre année qu'on perd. Fait qu'on peut attendre 2 ans avant, puis on peut retourner trop vite, puis attendre 1 an entre les 2 premières. Puis pour les risques, moi, ça ressemble énormément à ce que tu dis, Alexis. Aucune chirurgie n'est banale. Même s'il y a peu de risques, c'est jamais banal, une chirurgie. Il y a toujours les risques d'infection, atteindre des nerfs, des vaisseaux autour du genou. Tu sais, veux pas, il y a des nerfs, des vaisseaux autour. Puis nous, même si on va avec une caméra, tout ça, ben il y a des choses qui peuvent arriver. Surtout si on frappe une déchirure méniscale, puis là, on commence à faire des sutures, ben il y a des risques associés à ça aussi. Donc, c'est ça. C'est pas banal. Puis il y a aussi le risque d'avoir de la douleur chronique. Tu sais, il y en a parce qu'on fait un prélèvement d'une greffe spéciale, que ce soit ischio, quad, tendon rotulien. Il y a des gens, puis ça arrive pas souvent, mais il y en a un de temps en temps qui a de la douleur chronique au site de prélèvement de la greffe. Ça, c'est plate, mais il faut savoir que ça peut arriver aussi. Absolument. Puis et je pense qu'il y a une des choses aussi que je parle beaucoup avec les patients, là, quand je vais faire un ischio-jambier ou un BTB, c'est qu'ils vont peut-être des fois, puis peut-être ça t'est arrivé, là, perdre un peu la sensibilité sur la portion en dessous de la rotule à l'extérieur du genou. Puis je les rassure que ça, c'est probablement attendu. Il y a une petite branche de nerf qui passe, qui est millimétrique, là, bien qu'on essaie d'éviter, malheureusement, des fois, juste de l'étirer ou on peut perdre la sensibilité là, mais ça n'a aucun impact sur la fonction, sur le... Tu sais, ça contrôle aucun muscle. C'est vraiment une zone de sensibilité. Puis, généralement, ça va revenir dans le temps, mais même si ça ne revient pas, ça demeure un risque. Puis ça, je les avise avant parce que des fois, il y en a qui vont revenir en post-op et dire « Je suis un peu absolument normal. » Il n'y a pas eu de... Tu peux revenir à ta question. Oui, c'est ça. Maintenant que je sais, maintenant je suis bien informée et je consens vraiment, consentement éclairé pour mon opération. Je le fais, puis là, je suis en post-op. C'est à quoi que je devrais m'attendre de mon post-op? Ça, c'est un autre sujet de controversant, le post-op. Moi, je vais dire mon speech habituel, disons, puis tout le monde a un œil différent, mais habituellement, les béquilles, au début, c'est juste pour aider à mettre du poids dessus, mais on a le droit de mettre du poids dessus. C'est quand on fait certains types, en tout cas dans ma pratique, certains types de réparation de ménisque, on vient réparer l'ancrage du ménisque dans l'os, qu'on va garder en béquille au moins 4 à 6 semaines. Mais sinon, on a le droit de mettre du poids dessus. Les béquilles sont juste là pour aider pour l'équilibre. Puis graduellement, ça dépend de chaque personne, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, souvent maximum, les gens vont laisser aller les béquilles. Fait que c'est vraiment d'y aller graduellement, un peu comme à la blessure initiale, de respecter les douleurs, tranquillement marcher dessus. La phase initiale, pour moi, qui est les 4 à 6 premières semaines, c'est faire désenfler le genou, retrouver la mobilité, puis commencer à activer les muscles. Parce que les muscles qui se mettent au repos, ça a l'air de la giblotte au début, il faut commencer à renvoyer l'influx nerveux puis réactiver les muscles. La période de 6 semaines à 3 mois, là, c'est vraiment la période de renforcement.
Fait qu'au début, on va aller avec des squats, des lunges, puis ensuite, tranquillement, on va faire des exercices à une jambe parce que veut pas, il y a une jambe qui est plus faible que l'autre. Donc, si on fait toujours des exercices à 2 jambes, bien, on vient jamais rattraper le retard. Fait qu'éventuellement, dans les phases de réhabilitation, on vient faire des exercices à une jambe pour vraiment venir compenser le retard. Autour de 3 mois, si on a les conditions qui sont en place, pour moi, on peut commencer à courir, commencer à sauter, faire de la pliométrie, donc des exercices un peu plus fun, un peu plus dynamiques, mais toujours les pieds pointés par en avant. Donc, pas de changement de direction, pas de torsion dans le genou. Puis vers 6 mois, encore là, si on rencontre certains objectifs, c'est là que je permets certains exercices de pivot, de changement de direction, qui sont spécifiques souvent au sport que le patient va pratiquer. Puis de 9 à 12 mois, c'est là qu'on fait un retour au sport progressif. Puis dans ma pratique, puis je dis toujours avant la chirurgie pour pas que ça soit une surprise, quelqu'un qui fait un sport à risque, donc on les a nommés tantôt, les sports de pivot, soccer, football, basketball, ainsi de suite, c'est un retour à la compétition de haut niveau, c'est 1 an, minimum. Mais à partir de 9 mois, des fois, on peut intégrer certaines pratiques, certains exercices de la pratique du sport. Mm-hmm. Fait qu'en gros, c'est pas mal, moi, ce que je dis aux patients, mais après ça, tout le monde... Ouais, c'est ça. On est tous différents dans cette approche-là. Je pense que le temps, ça donne une idée aux patients de savoir. Moi, je suis beaucoup basé sur les objectifs. Fait que dans le protocole de réadaptation, c'est quand on a atteint des objectifs. Pour la mise en charge, moi, tous mes patients, ils vont avoir des béquilles quand ils viennent à la chirurgie parce qu'en post-op, bien qu'ils peuvent marcher dans la grande majorité des cas. Puis ça, moi, juste faire une parenthèse, si on a une déchirure du ligament croisé isolé, c'est une mise en charge complète, sans problème. Si on a une réparation méniscale simple associée, c'est une mise en charge complète. Puis si on a une réparation complexe, comme Alexis disait, les réparations de racines ou l'ancrage, bien là, on va être en décharge. Fait que là, pas le droit de mettre le pied par terre. Mais les béquilles, c'est vraiment un assistant comme au début de la blessure. Puis l'objectif initial en termes de temps, c'est de contrôler l'enflure. Fait que, aussitôt que le genou il est sec, bien là, on peut passer à une étape suivante qui est reprendre plus de mobilité. Quand la mobilité est presque complète, on peut intégrer plus de renforcement. Quand le renforcement est complet, bien là, on peut intégrer plus des exercices fonctionnels. Fait que c'est vraiment en termes d'objectifs. Puis pour moi aussi, c'est la même chose. La phase qui est importante, c'est entre le 3e mois où les patients commencent à super bien aller. Puis là, ils disent hey, « je cours, ça va bien ». Puis le 12e mois. Puis pourquoi c'est important? Puis moi, j'ai cette discussion-là avec tous mes patients à 3 mois. C'est qu'on a pris une greffe qu'on a mis. Cette greffe-là, il va falloir qu'elle s'intègre puis qu'elle devienne un ligament. Hein? On a pris un tendon, puis là, lui, il faut qu'il se transforme en ligament. Le corps a cette capacité incroyable-là de refaire des vaisseaux sanguins puis de transformer un tendon en ligament. Mais ça prend du temps. Puis la phase critique, c'est entre le 3e puis le 12e mois. Où est-ce que là, le ligament, aussi beau qu'on l'ait mis, la meilleure greffe de choix qu'on a faite de l'orthopédiste, on a fait la ténodaise, on est tellement content. On s'est fait des high-five en post-op. Mais là, la greffe, il faut qu'elle guérisse. Puis entre le 3e puis le 12e mois, c'est là qu'elle guérit. Fait que bien si ça va bien, il faut contrôler tout ce qu'on fait, puis il faut que ça soit dans un environnement contrôlé pour éviter qu'il arrive quelque chose. Parce que c'est là qu'elle est fragile. C'est là qu'elle est fragile. Nos muscles sont forts, sont prêts, notre tête est prête. Ouais. La greffe... Elle est fragile. Fait que ça peut être aussi bête que sortir l'auto l'hiver, mettre le pied sur une plaque de glace, avoir un pivot. Puis malheureusement, la greffe n'est pas prête. Fait qu'elle peut redéchirer sur quelque chose d'aussi banal que ça. Puis après ça, pour le retour au sport, bien, quand la greffe est guérie, entre le 9e et le 12e mois, si on est prêt, généralement, on a toute une panoplie de tests. Je ne sais pas si vous faites ça, vous, dans votre pratique. Mais il y a une panoplie de tests objectifs, là, des tests avec le physio qui mesure un côté par rapport à l'autre puis qui dit « OK, t'es prête. T'es arrivé à ta force attendue. » Ouais. Je pense que pour la phase post-op, il faut juste suivre ce que notre chirurgien nous dit de faire, dans le fond, parce que, nous, là, comme chirurgien, on voit qu'est-ce qui se passe dans le genou, on sait qu'est-ce qu'on a fait, puis c'est souvent après la chirurgie qu'on va vraiment donner, nos directives plus claires. Fait que si, selon le type de déchirure méniscale, les réparations qu'on a fait, mais ça se peut qu'on allonge le temps en béquille ou selon notre population. Moi, les jeunes, ils sont prêts des fois à courir le lendemain. Fait que c'est certain que je suis plus pro-béquille. Puis les ralentir. J'essaie de les ralentir parce qu'on est prêt, on va aller vite. Mais c'est la même chose avec l'orthèse, l'orthèse post-op, là, c'est une grosse question aussi. Est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas? La littérature chez les adultes, je pense qu'elle est quand même assez claire que, c'est pas vraiment utile de mettre une orthèse en post-opératoire. En pédiatrie, c'est plus controversé. Encore une fois, je pense que c'est pour la raison que je viens de dire. Ils sont un petit peu plus
vigoureux et téméraire. Donc, je pense que ça a encore sa place en pédiatrie, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous faites pour l'orthèse post-op. Est-ce que vous utilisez ça en général? Ou? Très rarement. Souvent, c'est quand on va aller reconstruire plus qu'un ligament. Là, c'est comme un autre chapitre. Mais c'est très rare que j'en mets. Quand j'en mets, c'est quand j'ai l'impression qu'il faut que je ralentisse un patient. Ah, c'est ça. C'est vraiment ça, parce que souvent, l'orthèse qui garde la jambe droite complètement, si je la mets pour protéger les patients, mais ils vont souvent moins bouger, moins plier, puis on va se retrouver avec plus de problèmes de raideur. Fait que j'aime mieux que les patients bougent. Mais dans des cas où je me dis, on va ralentir un petit peu ce patient-là, je vais en mettre une, mais c'est très, très rare. Ouais. Moi, effectivement, là, dans les cas plus complexes, je vais en mettre en post-op. Mais pour le retour au sport, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé qui est hyper important. Il y a toute la portion physique, réadaptation, mais une grande proportion des patients qui, psychologiquement, ont encore l'espèce de traumatisme de sentir leur genou. Puis je sais pas si ça t'est arrivé, mais tu sais, moi, je l'ai vécu, là, tu sens ton genou qui a lâché. Tu as excessivement peur que ça se reproduise, même si tu es prêt puis tu as atteint tous tes objectifs. Puis ça, pour les gens qui nous écoutent, c'est normal si vous avez passé par là. Fait que moi, l'orthèse, des fois, je la propose à tous mes patients. J'ai la discussion à 9 mois pour qu'elle soit refaite. De l'orthèse de sport. L'orthèse de sport, ouais, que l'orthèse post-op. Ça, c'est un truc. Fait que moi, l'orthèse, c'est vraiment cette conversation-là. L'orthèse post-op, pour revenir là-dessus, c'est vraiment dans les cas plus spécifiques, mais dans un cas régulier, absolument pas. Là, ça a l'air. Bien, on va revenir là-dessus, mais moi, la dernière petite chose que j'aimerais te dire pour le post-op, puis je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais tu sais, après une chirurgie de genou, on se sent bien quand même un petit coussin en dessous de notre genou. Hein? C'est là comme la position confortable. Mais ce que je dis à tous les patients, c'est que malheureusement, si on reste toujours avec un petit coussin en dessous de notre genou, ben, on va être confortable, mais notre genou va ankyloser dans cette position-là. Puis essayer de marcher avec votre genou qui déplie pas, ça va pas très bien. Fait que rapidement, après la chirurgie, il faut forcer un peu pour gagner notre extension. Moi, c'est super important là, pour moi. On ne veut pas forcer l'hyper-extension, mais juste l'extension 0 degré, c'est comme un de mes objectifs primaires. Donc, le petit coussin, là, on n'en veut pas. Ou tu sais, mettre l'autre jambe en dessous du genou pour soutenir le genou un petit peu plus haut. Absolument. On ne veut pas ça. C'est la chose que mon patron de fellow disait à tous les patients le matin de la chirurgie. Ça m'a, évidemment, ça se transmet dans ma pratique, mais je suis 100% d'accord avec toi. On peut le mettre transitoirement des fois quand ça vient soulager un petit peu, mais le coussin, on le veut plus en dessous du talon qu'en dessous du genou. Ouais. Fait que, si j'allais juste faire un petit résumé de ce que vous dites là. Dans le fond, là, que je viens d'avoir ma chirurgie, je m'attends à 1 mois, 12 mois de rehab. Fait que je peux pas quand même que je fasse que j'aille ça en tête. Là, je peux pas retourner dans mon sport avant 12 mois. Puis après ça, dans les premiers mois, ça va être de regagner ma force musculaire. Mais dans les premiers jours, ça va être de mettre mon pied de mettre ma cheville sur un petit coussin et non mon genou. Puis après ça, mes premiers mois, ça va être de regagner... en fait, les premières 6 semaines, ça va être de regagner plus une mobilité. Ensuite, on va regagner la force. Ensuite, on pourra avoir les... là, ça va être encore, selon mon orthopédiste, c'est... Regagner la fonction, mais je pense qu'il est important, on ne retourne pas au sport compétitif avant 12 mois. Ouais. Gardons ce 12 mois-là comme... Puis on en a parlé tantôt, on parlait de la transformation du tendon en ligament. Malheureusement, ça c'est autant fâchant pour nous que pour le patient, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est un processus du corps, puis on a beau avoir la meilleure alimentation, le meilleur physio, les meilleurs exercices, on n'a pas de contrôle sur ça. Il y a un temps vraiment déterminé. Puis même, il y a des études qui montrent qu'entre 12 mois puis 24 mois, il y a encore une espèce de maturation du ligament puis du collagène qui se forme. Ça ne veut pas dire qu'on va attendre 2 ans avant de retourner au sport, mais juste pour dire qu'il y a ce processus-là, malheureusement, on n'a pas de... Autant le patient que le chirurgien, on n'a pas de contrôle dessus. Peut-être qu'on va avoir la même discussion dans 5 ans, puis on va être rendu que c'est 24 mois l'attente après. Moi, quand j'étais en fellow il y a 10 ans, les critères de retour au sport, c'était 6 mois. C'est tout, là. Ah, ben, t'as fait ton 6 mois, go. Ben, c'est dans ce temps-là qu'on avait de 25 à 30 de retour. Puis ce que je dis souvent en passant, juste pour clore là-dessus, là, c'est qu'avant, les sportifs de haut niveau, là, les joueurs professionnels, ils retournaient après 6 mois, puis ils se reblessaient. Puis maintenant, la norme chez les sportifs de haut niveau, c'est presque rendu le 12 mois aussi. Fait que je dis aux gens, si le joueur de la NHL, de la NFL, les meilleurs joueurs de soccer au monde, ils prennent 12 mois, pourquoi toi, tu ne prendrais pas 12 mois? Tu sais, ces sportifs-là sont les mieux réhabilités, puis malgré ça, il faut attendre cette période-là. Je pense que c'est quelque chose à appliquer. Puis là, j'ai fait mon 12 mois, mais justement, j'ai encore un petit peu peur.
tu sais, c'est ça, j'ai peur de me refaire mal. C'est quand même assez traumatisant là, pour l'avoir vécu. Ça fait mal. Fait que là, il y a un choix d'orthèse justement que des fois vous proposez pour... Ben, dans ma pratique, oui, on a une conversation par rapport à ça. Puis je pense que l'orthèse, c'est un truc, mais la psychologie sportive, tu sais, on a plein d'alliés. Là. Nous, on est des chirurgiens, mais on travaille avec un groupe multidisciplinaire. Fait que là, les psychologues sportifs, ça peut tout être des choses pour se réintégrer au sport, faire une réintégration progressive. Mais oui, l'orthèse, pour moi, ça peut être une option dans ce contexte-là. Mais sinon, si ça va bien puis tu te sens super bien, tu as atteint tous tes tests de fonction, tu es une jeune adulte, tu peux absolument retourner au sport sans orthèse. Puis ça, je sais pas si c'est la même chose pour vous. Là. Moi, je me sens très à l'aise à faire ça. Je pense, Éric, il faut revenir sur l'aspect psychologique, là, parce qu'on le met toujours de côté. On axe tellement sur la réadaptation physique, on oublie complètement le côté psychologique, mais c'est traumatisant, comme vous l'avez dit, d'avoir ça. Fait que si le moindrement, vous sentez que vous avez peur ou qu'il y a ce sentiment-là, il faut en parler. Il faut soit consulter, soit en parler à d'autres personnes autour de soi. On a parlé avec une psychologue sportive récemment qui nous a donné des trucs aussi, faire ces exercices sur le terrain pendant que les autres pratiquent, essayer de se remettre un peu dans le contexte où on s'est blessé. Bref, il y a différentes choses qu'on peut faire, là, ne serait-ce que voir carrément un psychologue sportif, un préparateur mental. Mais la première chose, c'est de reconnaître ça, parce que ça aussi, c'est un facteur de risque de redéchirure. Si tu retournes au sport puis tu retournes sur le frein parce que tu as peur, mais tu as plus de chances de te blesser. C'est hyper fréquent. Fait que, tu sais, il ne faut pas que les patients sentent que c'est juste moi. C'est pas un signe de faiblesse. C'est pas un signe de faiblesse. C'est hyper fréquent. Évidemment, il y a un spectre. Tu sais, il y a des gens que ça va être vraiment extrême, il y a des gens que ça va être subtil. Fait que je pense que c'est de le reconnaître puis de voir on est où dans ce spectre-là. Puis c'est vraiment de plus en plus étudié. On parle de kinésiophobie. Fait que c'est vraiment un phénomène, c'est pas une vue de l'esprit, là. C'est quelque chose qui existe, qui est vrai. Faut pas que les patients sentent que c'est juste moi qui ai ça. Faut en parler à son chirurgien. Puis après ça, il y a des différentes choses qu'on peut faire pour aider. Puis comme tu as dit, Marilyn, puis je suis absolument d'accord avec toi, Alexis, mais la phase de 9 à 12 mois, qui est le retour au sport, ça implique. Puis souvent, là, on a ça, hein, on a tout fait notre rehab, on a fait notre physio, ça va bien, mais il n'y a pas eu de mise en contexte. Tu t'es blessé au soccer, tu n'as pas fait de pratique, tu n'as pas été sur le terrain encore pour kicker des ballons, puis à 12 mois, tu viens voir l'orthopédiste, puis on dit go. Puis là, tu vas à la première pratique, c'est un jeu, puis là, c'est là que tu te blesses. Fait que, toute cette phase psychologique-là est inclue dans le 9 à 12 mois. Pour moi, c'est important qu'il y ait... Ou même avant, absolument. Là, mais pour ceux qui n'auraient pas vécu cette espèce de trauma-là, la phase de 9 à 12 mois, elle sert à ça. Elle sert à te remettre dans un contexte de jeu, puis à te remettre dans sans y aller, d'être mis de l'avant dans ton environnement, en fait, pour voir comment tu vas réagir. Les situations. Les situations, exact, ouais. T'sais, souvent, c'est sûr, ma clientèle est plus jeune, puis c'est vraiment le désastre total là, d'avoir cette blessure-là. Mais je pense même, pour n'importe quel athlète, il faut voir aussi ce temps-là comme un arrêt forcé où on peut aller gagner une habileté que les autres n'ont pas. C'est le temps d'aller travailler son contrôle neuromusculaire, son sens de l'équilibre, tout ça. C'est le temps d'aller travailler nos faiblesses, de guérir d'autres petits bobos qu'on n'arrivait pas à guérir. Fait que c'est le temps de travailler, à apprendre à faire de la visualisation, aller chercher d'autres skills, finalement, un repos forcé qui fait en sorte qu'on peut revenir meilleur après tout ça, là, finalement. Absolument. Fait que, pour répondre à ta question, si on est rendu justement à cette période-là de 9 à 12 mois, puis on n'a pas l'impression qu'on peut faire confiance à notre genou, on a peur, moi, j'essaie de l'évaluer un peu en 3 phases. Fait que, numéro 1, c'est est-ce que le genou il est stable? Est-ce que le ligament il a bien guéri? Est-ce qu'il a été bien reconstruit? Est-ce que... fait que ça, c'est vraiment très mécanique, là. C'est l'orthopédiste qui va évaluer ça. Après ça, il y a toute la force puis la proprioception, fait que l'équilibre, tout ça. Fait que des fois, c'est pas juste psychologique, c'est aussi physique. Là, on n'a pas retrouvé une bonne force, on n'a pas retrouvé un bon équilibre. Ça, il y a différents tests qu'on peut faire. Puis si c'est pas le cas, même si on est rendu à 12 mois, peut-être qu'il faut étendre jusqu'à 16 mois pour aller regagner ça. Il y a certaines personnes qui ça évolue plus lentement que d'autres. Puis si tout est correct côté du genou, côté de la force, côté de l'équilibre, là, oui, il faut penser plus à l'aspect psychologique.
Mais il faut évaluer toutes ces composantes-là. Puis ça, c'est pas parce qu'on est rendu à 12 mois que... Oui, c'est ça. Puis justement, moi, en ce moment, je suis dans mon 9 mois. Là, je suis rendue dans le 9 à 12 mois. Puis je sais que ma force est pas... Je sais, tu sais, puis là, j'en suis consciente de ça. Fait que ça fait en sorte que je sais que je retournerai pas au sport. Puis, tu sais, je l'ai dit parce que ça arrive. Puis c'est correct. Puis je sais que ma rehab va juste être un petit peu plus longue. Mais que, tu sais, je vais juste s'en sortir. Puis ça va être correct. T'sais. Fait que c'est une bonne nuance à faire. Là, je pense que c'est en général, c'est 12 mois, mais ça peut être un peu plus long. Puis c'est correct aussi. Oui, absolument. Mais tu sais, je le sais que ma force est moins bonne, mais c'est bon, c'est un bon insight. Ouais. Fait que, je sais pas si vous utilisez beaucoup ça. Là. Nous, on fait beaucoup des tests isocinétiques. Là. En fait, c'est comme dans les critères absolus. Là. Donc, il faut avoir gagné au moins 90% de la force. Puis le test isocinétique, c'est qu'on teste sa force sur une machine des deux côtés, puis on peut comparer. Fait qu'on fait souvent ça à 5 mois, parce que 5 mois, c'est comme le moment que tu es un peu découragé là, dans ta rehab, tu vas bien, tu peux rien faire. Fait que, bref, c'est un bon moment pour dire « Hey, t'es 30% plus faible que l'autre côté, c'est le temps de travailler. » Fait que, tu sais, si on se demande, ben est-ce que je pense que je suis assez fort, mais pas vraiment le tester, il y a des outils qui existent pour le faire. Là. Des fois, des choses aussi simples que dans le bureau, je fais faire un squat à une jambe au patient avec les deux jambes. La jambe pas opérée, puis ensuite la jambe opérée. Puis des fois, juste ça, le patient va faire « Ah oui, OK, là, je vois que... » Ah, tu fais ça, toi aussi? Mon test favori. Ben oui, je pense qu'on le fait tous. Hein? Est-ce que vous êtes tous mes étudiants? Effectivement. Professeur Arnaud. Mais je pense que vous amenez des très bons points. Puis pour moi, il y a deux choses qui sont excessivement importantes. Il y a la force, là, comme tu dis, il y a la proprioception, le contrôle neuromusculaire, tout ça. Mais il y a un truc qu'on commence à se rendre compte de plus en plus, c'est que tu peux être très fort, avoir un test isocinétique qui est comme l'autre côté, ou plus fort même. Moi, j'ai beaucoup de patients qui, leur genou opéré, il est plus fort que l'autre côté. Comment ça se fait? Bien, ils ont passé tellement de temps à faire la réadaptation sur leur côté opéré que l'autre côté est un peu, tu sais, moins fort qu'il était. Puis il y a un truc qui est super important pour nos athlètes qui retournent au sport, hein, c'est l'endurance. Tu sais, c'est de faire un squat, ils sont capables, ils sont super bons. Maintenant, à 90, faisant un maximum en 30 secondes, t'en fais 25 à gauche, puis j'ai opéré le côté droite, puis t'en fais 18 à droite, à 1 an. Mais avec le 12e au 18e, il y a vraiment un lac de contrôle. Mais ça veut dire que si tu joues au soccer, c'est pas après les 5 premières minutes de jeu que tu vas te blesser, c'est après la 60e minute. Puis c'est là que, pour moi, ça devient super important, puis on commence à comprendre ça. Puis fait que le retour au sport à 12 mois, c'est une espèce d'échelon de temps, mais ça vient dans une perspective complètement différente pour chacun des patients en fonction de où est-ce qu'ils sont rendus. Puis ça, c'est toutes des choses qui sont importantes de comprendre, puis je suis vraiment content de participer à ça, Marilyn, parce que je pense que les patients ont besoin d'avoir eu cette conversation-là, de savoir qu'au-delà de la chirurgie de 45 minutes à 1h30 qu'on fait, c'est vraiment long, là. Puis tout ça, c'est vrai pour le genou qu'on a opéré. Mais tu sais, quand on parlait des pourcentages de rupture, dans le fond, moi, c'est sûr que mon 25-30%, ça inclut l'autre genou aussi, hein? Parce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que quand on a une première rupture de ligament croisé antérieur, c'est comme si on a des facteurs de risque d'en avoir une autre. Fait que ça peut arriver autant au genou opéré qu'à l'autre côté. Fait qu'il faut pas négliger non plus son bon genou. Il est pas... c'est pas un genou bionique. Là. En fait, il y a peut-être même plus de chances arrive de l'autre côté que du côté opéré. D'où l'importance de tous les exercices de contrôle qu'on a parlé, neuromusculaires, il faut les faire les deux bords. T'as compris, Karianne? Oui, maintenant, j'ai plus j'allais faire ma rehab. Peut-être une dernière chose, là, si on se demande, je sais pas si j'ai peur, si je suis prêt ou non, l'aspect plus psychologique, là, si vous voulez, je sais pas si vous l'utilisez, là, mais il y a un test qu'on peut faire en ligne, là, le ACL-RSI, on le mettra peut-être dans les commentaires. C'est un test qui est disponible en ligne, ça vous donne un score sur 100. Puis, tu sais, si ton score, c'est 50 sur 100, mais il y a peut-être des petites choses à travailler psychologiquement parlant avant de retourner sur le terrain à fond. Bon, je pense qu'on a quand même une bonne idée là, de ce que je comprends. Aussitôt que j'ai mon rendez-vous pour ma chirurgie, j'ai aussi mon rendez-vous pour ma physio après. Ça, c'est très important. Parce que c'est ça aussi, en fait, l'élément clé aussi de la réussite ou pas de mon opération. Ouais. Est-ce que vous avez un mot de la fin à dire chacun? Ben, c'était très intéressant d'en parler. Honnêtement, tu sais, on est 3 chirurgiens qui avons une pratique similaire, puis en même temps, on fait des choses très, très différentes. Fait que je pense que le message à garder, c'est que avoir la discussion avec le chirurgien, avoir une bonne évaluation du genou, décider d'un traitement conservateur ou chirurgical,
ça dépend de plusieurs facteurs. Puis ensuite, toutes les étapes de la chirurgie comme telle, puis la suite, il faut avoir cette collaboration-là avec le chirurgien, avec le physiothérapeute pour réussir ses objectifs finalement. C'est un petit peu ça. Absolument. Moi, je retiens que le genou est honnête. Puis qu'on est plus du type Johnny Cash. Non, mais je pense pour conclure, moi, je suis absolument d'accord. Puis je pense que ce que j'aimerais que les gens savent, c'est que c'est ultra fréquent, la déchirure du ligament croisé. Si vous avez un doute, vous avez une blessure, le ligament, le genou il est enflé, je pense que ça vaut la peine de consulter. Puis tout ce qu'on a discuté, c'est beaucoup plus facile quand ça vient d'arriver, qu'on a les tests qu'il faut, puis c'est évalué par quelqu'un qui est habilité à en faire pour avoir la discussion. Puis la discussion, comme vous pouvez voir, elle peut s'étendre, ça peut aller très loin, mais je pense que ça vaut la peine d'être évalué. Puis plus on est évalué rapidement, plus on peut avoir la conversation de chirurgie, est-ce qu'on est apte à pas la chirurgie, puis quel type de chirurgie. Mais c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère parce que ça peut avoir des répercussions à moyen long terme. Fait que merci beaucoup à vous deux pour l'invitation, vraiment apprécié. Moi, mon mot de la fin, c'est que faites confiance à votre chirurgien, faites confiance à votre physio. On est bien formés, on sait ce qu'on fait. Puis même si le voisin, l'ami, Google dit quelque chose d'autre, faites confiance à votre professionnel de la santé, c'est ce qu'il fait. Yes. Mais c'est le fun aussi d'avoir des patients qui sont intéressés et qui sont informés. Mais écoutez le podcast. Voilà. Je pense que t'es rendu là, tu l'as probablement écouté. Si tu l'as écouté avant de nous voir, ça va être encore mieux. Oui, absolument. Un grand merci à vous deux d'être venus avec nous. C'était super intéressant. Puis Karianne, merci d'avoir joué le rôle de la patiente. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.